Bonjour, ici Diane Rioux, votre animatrice curieuse. Aujourd'hui, on rencontre Pablo Blais, qui est un investisseur immobilier très impliqué dans la communauté. On le voit partout dans les soirées de réseautage en immobilier. On le connaît beaucoup pour son club immobilier en espagnol. Mais Pablo est également un investisseur immobilier dans le multiplex et il a déjà fait 2 flips. Celui dont il nous parle aujourd'hui, c'est un flip de condo qui était bien localisé, qui était tout près d'un métro, un vieux condo qu'il a complètement transformé. L'objectif, évidemment, c'était de faire de l'argent rapidement, mais ça ne s'est pas tout à fait passé comme prévu. Alors, après 3 mois d'attente, il a décidé, parce qu'il l'avait mis en vente, après 3 mois d'attente, il a plutôt décidé de le louer. Heureusement, vous me direz, il avait payé comptant le condo, également les rénovations. Donc, il s'offrait vraiment un revenu mensuel avec cette décision-là. C'est 3 ans plus tard, finalement, qu'il a revendu le condo. Alors, je vous invite à l'écouter, nous raconter son expérience de flip de condo et ce que ça lui a appris dans ce domaine-là. Alors bonjour, on est aujourd'hui avec Pablo Blais, qui est investisseur immobilier en multilogement. Ça ne veut pas dire qu'il n'a pas touché à d'autres choses. Aujourd'hui, on va parler d'un flip qu'il a réalisé il y a quelques années, qui s'est vendu il y a 2 ans. Donc, Pablo, bienvenue. Merci d'avoir accepté l'invitation. Merci à vous, merci à mon prospecteur, merci à toi, Diane. Ça me fait plaisir. Pablo, j'aimerais ça que tu nous racontes un petit peu là, qu'est-ce qui s'est passé au moment où tu as eu cette occasion-là, puis c'était quoi ce flip-là, qui en gros là? Parfait. Ben, le projet, c'est un condo que j'ai acheté pour faire un flip. C'était en 2013. Donc, j'ai acheté ça sur l'avenue Papineau à Montréal, dans le quartier Ville-Marie. C'est un édifice qui était tous des blocs appartements, qui étaient des logements qui étaient convertis en condos. Et puis, il y avait une unité qui était à vendre, qui avait du tapis vert fluorescent, puis une toilette vert fluorescent, puis tous les trucs des années 50, super beau. Donc, j'ai fait un offre. Côté négociation, ça s'est pas trop bien fait parce que j'ai pas eu une énorme grosse baisse de prix, mais l'important, c'est que j'ai acheté la propriété. J'avais des points de repère qui me montraient que je suis en train de faire un investissement sage et réfléchi. Donc, j'ai décidé de passer de l'avant. Puis, c'est ça. Toi, Pablo, là, est-ce que tu te considères comme un investisseur toujours prudent, comme tu dis, sage et réfléchi? C'est ta vision de l'investissement? C'est drôle qu'on parle de ça parce que j'ai des membres de ma famille qui ont d'autres personnalités d'investisseurs. Puis je leur dis arrête d'analyser, passe à l'action. Puis c'est sûr que des fois, j'ai fait des projets où est-ce que j'ai vraiment pas beaucoup analysé. C'était vraiment sur le gut feeling. Puis d'autres fois, j'ai plus analysé. Mais ça prend un peu des deux, un juste milieu. Faut pas être trop tête folle non plus, mais il n'y a pas de recette miracle. Il faut passer à l'action, je pense. Puis Donc, faire attention pour faire des erreurs. dans certains cas, tu serais plus prudent, puis dans d'autres cas, tu te permets d'être plus téméraire. Oui. OK. J'aimerais ça qu'on parle du condo. Comment ça s'est présenté, cette opportunité-là? Tu as trouvé ça? De quelle façon? C'était du bouche à oreille? C'était une plateforme? Non, c'était sur MLS, sur Centris. Donc, je regardais plusieurs choses. Puis, donc, je regardais les condos du moins cher au plus cher. Puis, à un moment donné, je suis arrivé sur un condo qui avait 1100 pieds carrés. Puis, ça passait comme, on était dans des condos à 600, 700 pieds carrés, 600 pieds carrés. Puis, à un moment, tout d'un coup, j'en vois un vraiment pas cher avec 1100 pieds carrés. Donc là, ça m'a piqué la curiosité. Je regarde les photos, c'était vraiment affreux, c'était parfait. Je regarde ici les comparables dans le secteur. Il y avait un entrepreneur général qui, à un coin de rue de là, bâtissait. Donc, j'ai été visiter le condo modèle. C'était un 725 pieds carrés pour 300 000. Fait que je faisais mes prix au pied carré. Ça donnait des prix dans les 300 le pied carré. Puis je trouvais ça comme exorbitant. Puis moi, ben, ce 1100 pieds carrés-là que j'ai acheté, j'ai payé 157 000.
l'évaluation municipale était à 219. Donc là, je me disais tout le temps, entre 157 et 219, j'avais fait mon calcul avec ma feuille Excel, tous les matériaux, une nouvelle toilette, la nouvelle céramique, la nouvelle plomberie, une nouvelle cuisine. J'arrivais à un 30-35 000 de réno. Fait que je me disais dans ma tête, je suis en dessous de 219, fait que je suis encore dans mon safe. Puis, je reste aussi dans un secteur où le prix au pied carré fait en sorte que je suis vraiment pas cher. Puis, un logement à 1100 pieds carrés, il n'y en avait vraiment pas beaucoup. On est plus rendu dans une mode à des petits logements, des petits condos. Donc, j'ai décidé de me lancer puis j'ai acheté ce condo-là. Ben c'est bien, je trouve que c'est une bonne stratégie. Souvent en immobilier, on oublie de faire le tour du quartier ou le tour de ce qui s'offre pendant qu'on va être, nous, en train de vendre. C'est hyper intéressant. Puis que tu as été voir du neuf alors que tu avais un truc super vieux. Ça t'a sûrement donné des idées là, pour la rénovation. T'avais-tu envie de un petit peu copier le constructeur à côté? Une fois que ça a été rénové, c'était exactement identique à du neuf parce que c'est un condo, donc les finitions, c'était plus de la finition que de la structure que j'ai touchée quand j'ai rénové. Donc, tout le côté finition était identique à de la construction neuve. Puis, quand j'ai acheté ce condo-là, il y avait aussi sur Centris, on peut voir l'application Walking Score qui donne le pointage. J'étais à 97 sur le balcon, on pouvait voir pratiquement le métro. Donc, je disais ça, c'est sûr que personne ne va pouvoir me l'enlever, comme dit Donald Trump, location, location, location. Donc Stéphanie Milo aussi a dit ça tout le temps, tout le temps. Qui ça? Stéphanie Milo. Ah oui! Elle dit tout le temps ça. Localisation, localisation, localisation. Oui, exact. C'est bien, ben bravo. Puis dis-moi, tu me parlais tantôt de la négociation. Ça n'a peut-être pas été comme tu voulais. Raconte-nous ça. Tu as fait affaire donc avec un courtier immobilier, puis tu étais sur Centris. Bon, j'ai fait affaire directement avec le courtier. Il y avait un prix demandé. J'ai offert, je me souviens plus, peut-être 15 ou 20 000 en dessous du prix. Puis, le courtier m'a dit ce que tous les courtiers doivent dire, c'est il y a déjà une offre en ce moment, est-ce que tu veux bonifier ton offre? Bon, ça commence le jeu, là. Fait que j'ai augmenté un peu mon prix. J'étais avec le courtier inscripteur, donc il y avait vraiment toute la commission pour lui. Puis, j'ai plus jamais revu le courtier, il m'a plus jamais donné un signe de vie. On a même fait une vidéo parce qu'il voulait raconter mon histoire pour se brander lui comme courtier. Mais finalement, il n'est jamais revenu dans cette histoire-là. Donc, c'est ça. Le prix, la négociation s'est faite comme ça, puis je l'ai acheté. Génial. Dis-moi, après, ta méthode pour vraiment savoir le coût des rénovations, parce que ça, là, on va se le dire, les gens qui font des flips, si on manque notre coût au niveau des rénovations et au niveau du temps aussi, on va dépasser de beaucoup notre budget. Donc, toi, comment tu t'y prends? C'est-tu toujours la même chose? As-tu été chercher des informations privilégiées? Ou comment tu fais pour analyser? OK, je vais y arriver. Je suis capable de bien estimer mes trucs. À cette époque-là, moi, pour que les gens sachent, quand j'ai terminé l'école secondaire, j'ai étudié pour être charpentier-menuisier. Donc, j'ai travaillé sur la construction. Puis, j'ai eu ma licence RBQ également, donc j'ai vraiment baigné beaucoup dans le domaine de la construction. Donc, au niveau des pieds carrés, pour calculer les planchers, c'était assez simple, les matériaux. Ensuite, on rajoute des coûts pour la main-d'œuvre aussi aux pieds carrés. C'est pas des choses qui sont vraiment très, très publiques comme certaines autres informations qu'on peut trouver sur Internet. Mais c'est dans le domaine de la construction, plus qu'on en fait, plus qu'on sait c'est quoi les prix au pied carré. Au niveau des caissons de cuisine, comptoirs de cuisine, c'est toutes des soumissions. J'ai fait faire 2-3 soumissions. J'ai regardé les prix, j'ai fait beaucoup de téléphone. Puis, je mettais toujours aussi Quand j'ai fait mon Excel, j'avais des prix dans ma tête, mais ensuite, j'allais demander peut-être 1,50 de moins le pied carré, tout dépendamment c'était quoi le produit.
Puis là, hop, j'avais exactement le bon prix que j'avais à ajuster dans mon Excel. Donc là, ça rentrait. Puis c'est sûr aussi que les choses que j'ai fait faire en sous-traitance, ça a été toute la céramique de la salle de bain. J'ai fait installer une porte patio puis 2 fenêtres. J'ai fait installer un comptoir de cuisine. J'ai fait faire de l'électricité par un électricien. Puis au niveau peinture, plancher, installer, monter les caissons Ikea, comme on pourrait dire. Ça, c'est tout moi qui ai fait ça. Donc, mon temps n'a pas été calculé, mais je savais que ça allait revenir dans mon profit quand j'allais revendre. Exact. OK. Est-ce que tu as eu des dépassements de coûts dans ce projet-là avec le condo? Je considère que non. Je suis rentré dans mon budget. C'est sûr qu'il y a peut-être des frais que j'avais pas anticipés ou, disons, j'avais commandé les 2 fenêtres et la porte patio. J'avais prévu les installer peut-être moi-même. Puis j'étais dans un délai de temps assez court parce que ma conjointe à l'époque était enceinte, donc il fallait que je termine pour l'accouchement. Donc, j'ai préféré dire, bon, mais ça va me coûter 1000 pièces de plus, mais je vais le faire par quelqu'un d'autre, puis je ne serai pas en train de courir comme un fou, puis ça va se faire plus rapidement. Donc, je ne considère pas que ça a été un dépassement de coût. C'est peut-être un petit cadeau que je me suis fait. Façon pour les choses, j'ai juste payé pour le faire, c'est tout. Exact. Tu sais, à un moment donné, il faut prendre des décisions aussi, là. Quand on voit qu'on a des impératifs à côté, je comprends qu'on a un plan, mais aussi, à un moment donné, il faut avoir quand même la souplesse d'avoir un plan B, n'est-ce pas? Oui. OK. Est-ce que tu dirais que pour faire un flip, ça prend absolument de l'expérience en construction? Oh, c'est une très bonne question. Je pense que ça dépend de plein de facteurs, mais c'est peut-être pas une obligation à 200%. Ça prend un bon prix à l'achat pour vraiment se laisser une marge de manœuvre. Puis vraiment avoir une idée globale du projet. Est-ce que je vais avoir un courtier? Est-ce que je vais avoir une stratégie marketing? Est-ce que je vais faire un open house? Est-ce que je vais, pour être sûr de bien faire le tour de la boucle? Mais je pense qu'on peut s'en sortir très bien sans avoir des connaissances en construction, ou du moins avoir certaines connaissances, mais pas être obligé de mettre la main à la pâte. OK. Le système D aussi, là, je veux dire, si tu ne sais pas combien ça coûte au pied carré un agencement de cuisine, tu fais des téléphones puis tu demandes des soumissions aussi, là? Oui, OK. ouais, effectivement. OK. Y avait-il des conditions particulières dans ton offre d'achat? Non, il n'y avait aucune condition. J'ai fait faire l'inspection. Mais moi, c'était drôle parce que la madame qui était là, elle a décédé, je crois. Puis, le propriétaire du condo, c'était une église. Oh, OK. Les gens se situent un peu sur l'avenue Papineau. C'est écrit, je ne me souviens plus c'est quoi le slogan de cette église-là, mais le propriétaire de l'église, le propriétaire, c'était une église. Donc, j'ai discuté avec le curé. C'était au curé que j'ai racheté l'église. Puis, j'y ai négocié pour que je puisse aller me stationner dans son stationnement d'église le temps que je fasse ses travaux. Puis c'est ça. Je pense que l'histoire, c'était que il y avait une dame qui avait un condo, qui a décidé de donner le condo à l'église par un don. Okay. Puis, la seule condition, c'était que sa fille, à elle, puisse vivre dans le condo jusqu'à temps qu'elle décide d'autre chose. Exactement. Donc, dans ce cas-là, elle a décédé. Donc là, l'église a hérité du condo, puis l'église n'en voulait pas, donc elle l'a vendu. Donc, je n'ai pas vraiment eu de conditions, mais c'était un petit fait cocasse, là. C'est une, comment on appelle ça, là, la quête du dimanche, là. Ils ont empoché cette semaine-là, hein? Oui, exact. OK. Bon, là, j'imagine que tu as utilisé, bien sûr, le courtier pour présenter l'offre, évidemment. Oui. OK. Après ça, on serait rendu... Là, tu l'as fait inspecter. Tu n'as pas eu nécessairement de surprise. Non. Tu ne l'as pas fait évaluer. Tu t'avais fait ton évaluation personnelle en faisant tes devoirs. Donc, au niveau du financement, comment ça s'est passé? C'était quoi ta stratégie avec ton beau sourire qui en dit long? La stratégie au niveau du financement, c'est que
j'étais dans une phase dans ma vie où je voulais pas me stresser avec ça, donc j'ai tout fait ça cash. Oh! J'ai pas pris de financement, donc j'avais pas d'hypothèque. J'ai acheté le condo au cash, j'ai payé les travaux au cash, puis c'était ça. Parce que je voulais pas prendre nécessairement un prêteur privé puis payer des frais, puis j'avais les sous. Moi, j'étais un peu convaincu que le projet se vendrait assez rapidement. Une fois que les travaux ont été terminés, je sais que ça va être une de tes prochaines questions, mais une fois que les travaux étaient terminés, j'ai fait venir des courtiers, puis tout le monde m'a donné des prix différents. Puis c'était vraiment des prix au-dessus de ce que je m'attendais. Donc, j'ai dit, on va le lister, mais on va le lister peut-être 10 000 de moins que ce que une courtière m'avait offert. Puis, ça ne s'est pas vendu. Donc, moi, mon idée, c'est pas de faire un profit, un énorme profit, mais de faire un profit rapide. Puis, ça n'a vraiment pas marché, ça ne s'est pas fait rapidement. Puis, j'étais content parce qu'au moins, je n'avais pas d'hypothèque. Donc là, j'ai été peut-être sur le marché pendant 3 mois avec un courtier, contrat de courtage sur MLS, ainsi de suite, avec des belles photos professionnelles. Puis, ça ne s'est pas vendu. Donc, je l'ai mis en location parce que le 1er juillet s'en venait. Parce que là, je voulais quand même avoir un cash flow qui sort de cette histoire-là. Donc, je l'ai mis en location. Ça couvrait aussi les frais de condo parce que les frais de condo, eux, ils n'ont jamais arrêté. Il fallait que je les paye. Puis, ensuite, dans le processus de location, ben là, je me suis dit, bon, je pourrais refinancer, mais les revenus que ça dégageait versus les frais de condo, ça me faisait pas un cash flow positif à la fin. J'arrivais vraiment à break-even. Fait que j'ai dit, puis en plus de ça, j'avais une situation où est-ce que j'étais sans emploi. Donc, pour répondre aux critères de financement de l'institution financière, je répondais pas à ce critère-là, stabilité d'emploi. Donc, le condo était là, puis je recevais un loyer, puis c'est ça. Le loyer m'a permis plutôt de pouvoir avoir de l'argent pour faire ma vie de tous les jours parce que j'avais pas d'emploi à cette époque-là. Donc, c'est ça. Le condo a été... j'ai été propriétaire pendant 3 ans. Je l'ai remis avec un courtier au bout de 3 ans quand j'ai eu le locataire qui est parti le 30 juin. Donc là, j'ai dit, je vais faire une tentative après 3 ans, maintenant qu'il est vide. Puis le fait que c'était vide, ça allait aider la vente. Parce que j'avais fait des tentatives pendant qu'il y avait un locataire, de le vendre avec un locataire. Ça ne marchait pas, les gens n'étaient pas intéressés. C'était probablement plus un produit, un condo pour un propriétaire occupant, puis il ne voulait pas acheter ça pour l'investir. Donc, c'est ça. C'est vendu au bout de 3 ans. OK. Puis, dans le fond, au bout de 3 ans, non seulement tu as récupéré tes billes, mais tu as récupéré aussi, évidemment, une somme de 3 ans d'équité. D'équité, non, parce que je n'ai pas remboursé d'hypothèque, mais de loyer perçu. Exact. Les loyers que j'ai cumulés, puis la plus-value qui s'est faite aussi avec le temps, puis le profit qui était dans le prix. OK. Puis comment ça s'est passé, la revente? Là, tu disais c'est plus facile quand il n'y a pas de locataire dedans. C'est quand même des stratégies auxquelles il faut penser. Puis aussi, est-ce qu'on met un courtier immobilier? Est-ce qu'on n'en met pas? Tu avais déjà fait une expérience avec un courtier, ça n'avait pas fonctionné. Tu as quand même demandé encore à un courtier immobilier. Toi, t'es convaincu que ça se vend plus vite avec un courtier? Bien, je pense que pour un condo, c'est vraiment l'idéal d'avoir un courtier parce qu'un condo, c'est accessible à monsieur, madame, tout le monde, tandis qu'un d'autres immeubles, c'est différent selon moi. Puis, avec le courtier, ça s'est bien passé au niveau de la paperasse et ainsi de suite. Là, tu devais être stressé que ça ne fonctionne pas encore? Ouais, ben, ce qui nous tue pas nous rend plus forts. Donc, OK! j'apprenais à travers de ça. Ben, c'est ça que je voulais dire. Il y a 2 ans, quand j'ai fait il y a 2 ans, ça fait plus que ça parce que là, si je l'ai eu pendant 3 ans, donc c'est ça. Il y a 2 ans, je l'ai vendu, puis avant ça, je l'ai eu pendant 3 ans. Donc, disons que ça remonte à 5 ans quand j'ai passé à l'action. C'est peut-être pas la meilleure décision de ma vie d'investir pour faire un flip avec un condo. J'aurais peut-être été mieux de flipper une maison ou flipper un triplex que de flipper un condo. Le marché du condo, il y en avait beaucoup. Puis, donc, ça a été une des erreurs que j'ai faites de
de penser qu'un condo, ça la laisse flipper assez facilement. Puis, je pense que maintenant, dans les 2 dernières années, cette année, j'ai lu sur le Journal des Affaires que les condos, ça a été super bon, qu'il y a eu une énorme croissance côté condo. Puis, moi, je suis pas quelqu'un qui... J'ai essayé, c'est fait, checklist, c'est fini. J'investirai pas nécessairement la prochaine fois dans des condos comme ça, mais ça fait partie du processus, je pense, d'investisseur, d'apprendre. Puis, l'important, je pense que je m'en suis sorti la tête haute, puis j'ai pas perdu d'argent, j'en ai même gagné. Puis, on continue, on va acheter d'autres choses. Ben, exactement. Moi, c'est la même chose pour moi. Mes 2 premiers investissements que j'ai faits, je pensais en faire de l'argent parce que, je veux dire, j'étais en immobilier, j'avais plus de salaire, moi non plus. Puis finalement, c'était des investissements qui rapportaient pas, qui arrivaient break-even, comme tu dis. Oui. Mais qu'est-ce que ça a fait? Là, moi, j'avais plus de sous pour réinvestir dans d'autres choses. J'étais obligée d'être plus créative, puis ça m'a vraiment fait grandir dans l'investissement immobilier parce que j'ai dû être créative, j'avais pas le choix. C'est ça aussi qui t'est arrivé, là, tu sais. Fait que faut pas penser qu'en immobilier, on score toujours, on fait toujours des coups de circuit. Ça arrive des fois que non, puis ça permet juste non, d'être meilleur. Hein? Exactement. OK. Donc, là, évidemment, j'imagine que, bon, tu en as parlé un petit peu, mais qu'est-ce que tu retiens du flip immobilier en général ou de ce flip-là de condo? Ben, c'est ça, que le flip de condo, c'est vraiment pour ça a un certain rythme dans le marché. Moi, je préconiserais plus à faire un flip d'un petit plex, d'un triplex, d'un duplex, d'un quadruplex. Je pense que au Oui, Québec, familial. ouais, une maison, un petit bungalow. Je pense que c'est vraiment un produit qui va peut-être mieux se vendre. Parce que Pablo, on va se le dire, là, des constructions de condos là, neufs, là, ça pleut, là, tu sais. Fait que entre un condo neuf rénové ou un condo neuf, je veux dire, tu as quand même une grande concurrence. Exactement. OK. Puis, qu'est-ce que tu aurais comme conseil à donner à quelqu'un qui voudrait faire un flip ou même un investisseur, peu importe le domaine? Ben, qu'est-ce que je dirais? Je dirais de se former, d'étudier son quartier. Des fois, l'opportunité, elle est juste à côté de nous, puis on s'en rend même pas compte. Puis, de passer à l'action. Moi, je dis toujours, la meilleure école, c'est ton premier investissement parce que tu vas apprendre à te connaître toi-même. Tu vas savoir quelle sorte de personnalité que tu as. Est-ce que tu sais interagir avec tes locataires? Est-ce que tu es un bon administrateur dans le papier? Est-ce que tu es plus une personne manuelle? Est-ce que tu es créatif à travers tout ça? Donc, le premier investissement, faut pas se chicaner soi-même. Ça fait partie de l'apprentissage. Donc, l'important, c'est de passer à l'action. Puis aussi peut-être dire aux gens d'être humble dans le premier investissement. Moi, j'ai fait ce pas-là quand je suis parti de chez mes parents, je suis parti dans mon immeuble, j'ai été vivre avec mes locataires. Puis j'aurais pu me dire, j'ai de l'argent, je vais m'acheter un beau condo au centre-ville, mais est-ce que ça m'aurait vraiment donné une plus-value dans le temps pour un jour me réveiller et me rendre compte que oui, enfin, j'ai de l'argent accumulé puis mon immeuble a pris de la valeur. Donc, peut-être d'être un peu plus humble puis de savoir faire des sacrifices au début parce que l'immeuble va rester après, tandis que d'autres gens ben, vont plus vouloir. Moi, je compare ça un peu à une voiture. Il y a des gens qui vont s'acheter leur première voiture flambant neuf, mais est-ce que tu as vraiment besoin d'une voiture flambant neuve quand c'est ta première? Peut-être qu'une petite voiture usagée au début, ça peut être très bon. Tu peux t'acheter une voiture neuve quand tu vas être rentré avec plus de responsabilités, des enfants, puis il faut que tout le monde soit en sécurité, mais au début, commence humblement. Ça va te permettre souvent aussi, quand on débute, c'est là qu'on fait les premiers accidents. Donc, c'est ça, de commencer humblement. Il n'y a pas de mal à ça. Puis, dans le fond, ça peut servir de levier. Hein? C'est la meilleure des choses, c'est d'avoir un levier. Puis après ça, tu peux grossir, tu peux avoir plus d'ambition. Exact. Ah, super. Pablo, en terminant, j'aimerais que tu nous parles de ton club d'investisseurs en espagnol. Dis-moi où t'en es rendu. Oui, donc c'est ça. Il y a 6 mois de ça, j'ai écrit mon livre.
j'en ai écrit deux. J'ai écrit le premier, c'était en français. Puis à travers l'écriture de mon livre, ben là, j'ai dit, il faut que je le fasse en espagnol parce que personne au Québec fait ça en espagnol. Donc, c'est tout mon cheminement, tous mes projets, toute ma vision, des trucs que je donne dans mon livre. Et puis, j'ai décidé de commencer à partager à travers ma communauté en espagnol, puis de donner des formations d'immobilier. Donc, j'ai créé des événements 5 à 7 où est-ce qu'on peut se rencontrer mensuellement. Donc, la meilleure façon, c'est de me suivre à travers les réseaux sociaux, Pablo Blais Fernandez. Puis, faut pas oublier que l'espagnol est maintenant plus parlé aux États-Unis que l'anglais lui-même. Donc, il y a un énorme marché. Les gens qui sont dans la communauté hispanophone, si vous avez pas la langue dans votre poche, puis vous pouvez aller chercher des capitaux dans d'autres pays, apporter ça ici, on va faire les projets. J'ai fait le calcul de toutes les populations de tous les pays. On est environ 500 millions. On est presque autant que les États-Unis dans toute la communauté, tandis qu'au Québec, on est 40 millions. Tout le Canada, je pense, au complet, on n'a pas beaucoup de gens ici. Donc, à l'extérieur, je pense que nous autres, les Québécois, on devrait apprendre à faire ça, à se brander à l'international, puis aller chercher des capitaux, parce que le Canada a une énorme visibilité à l'international. On est un pays que les gens aiment, les gens ont confiance quand ils arrivent au Canada. Puis on pourrait, nous autres, les Québécois, profiter de ça pour aller chercher des fonds, puis créer des projets immobiliers, puis ainsi de suite. Je comprends pas pourquoi des Chinois arrivent ici puis décident de bâtir une ville au complet. Nous, les Québécois, on n'est pas capable de le faire. On pourrait s'approprier ça. Puis, donc, moi, avec la communauté hispanophone, ben, j'aimerais ça pouvoir éventuellement apporter des gens qui puissent investir ici, montrer, éduquer, que ce soit le premier plex, tout ce qui traite de l'immobilier en espagnol. C'est un très, très beau projet, Pablo. Puis, tu sais, je veux dire, c'est unique. Puis, c'est vrai qu'on pourrait avoir des délégations en immobilier qui vont à l'extérieur, un peu comme font les autres communautés. C'est tout à fait possible et louable. Oui. Bien, Pablo, merci beaucoup. Je vais te demander, en nous quittant, on va se laisser avec une citation qui t'inspire dans la vie de tous les jours, si tu veux bien. J'en avais marqué une. C'était le meilleur investissement dans ta vie, c'est toi-même. C'est le meilleur investissement dans la vie, c'est nous-mêmes, parce que quand en moment de crise financière, tout ce qu'on a intellectuellement dans notre tête ne va pas perdre de valeur. Personne ne peut nous le voler, personne ne peut nous l'enlever. Donc, le meilleur investissement dans la vie, c'est nous-mêmes. Quelle belle citation. Merci beaucoup, Pablo. Merci, Diane. Bye-bye. Merci. Tantôt sage, tantôt guidé par l'action, Pablo Blais vise maintenant beaucoup plus haut, comme vous avez pu le constater. Si jamais vous avez envie d'en savoir un petit peu plus sur son fameux club immobilier en espagnol, vous pouvez aller visiter le site web. L'adresse se trouve en bas de la vidéo. Alors d'ici là, osez passer à l'action. Faites votre essai gratuit de mon prospecteur si ce n'est pas déjà fait. Merci d'avoir été là et on se dit à bientôt pour un autre Deal et Confidence.